c'est chaud. Elle fonctionne la roulette de nez? Et la roulette, enfin je change, hein, mais la roulette de nez elle est au sol. Elle est Quelle est la possible. question? Est-ce qu'elle est possible au sol? Parce que je sais qu'on n'a pas le palonnier en vol. Oui, oui, la roulette de nez, c'est Si grâce on était au en steering taxi, killer. ou- Ouais, c'est ça qu'on a là. Ok. Et alors voilà, donc j'ai cherché le strobe, je l'ai vu ici maintenant. Le strobe et le. Bon, on va faire step by step. Hein. On va d'abord expliquer Ah bah oui, l'overhead voilà. panel, d'accord? Voilà. Donc ce panneau est divisé d'abord en deux grandes catégories. Ouais. Il y a l'after overhead panel, donc la partie arrière, et il y a le forward overhead panel. Ouais. Sur l'after, on a tout ce qui est IRS, radio avec le jump seat, et un rappel ici des landing lights, landing gears lights, pardon, qui sont forcément très importantes. Et on a également le device flaps indicator. C'est quand on sort les flaps, on peut voir, on voit ce qui est en mouvement ou pas. D'accord. Ok, ok. L'overhead panel qu'on va employer, c'est vraiment celui-ci. D'accord. Il est subdivisé en 5 colonnes et une rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la rangée qui est là. Lorsqu'on emploie ce panneau, il y a un rainbow check à effectuer. Rainbow, c'est quoi? C'est arc-en-ciel. On part toujours dans la partie supérieure là. Et on passe colonne par colonne. Et on finit crack comme ça pour être sûr et certain de ne rien oublier. D'accord. Il y a 4 circuits principaux dans notre Boeing 737. On a la gestion du kérosène, la gestion de l'électricité, la gestion de l'hydraulique et la gestion de la pressurisation. Ouais. Est-ce que David avait expliqué ça la fois dernière? Non, on avait fait le briefing de base Ok. dans la salle. Alors, les pompes à kérosène, comment ça fonctionne? On a 3 réservoirs à bord, un dans l'aile gauche, un dans l'aile droite et un sous le fuselage principal. Dans chaque réservoir, on a 2 pompes, une à l'arrière du réservoir, une à l'avant. De nouveau, qui est toujours une qui soit immergée, même si les quantités de kérosène sont faibles et qu'on est en montée ou en descente, il y en a toujours une qui est fonctionnelle. Même chose pour les 3 réservoirs forcément, et on peut faire des transferts de kérosène. Voilà, il suffit de suivre le circuit et on ouvre ici le crossfeed pour faire des transferts d'un à l'autre. On a les quantités de kérosène présentes ici sur l'écran qui est là. Alors on remplit toujours d'abord. C'est correct, 4 tonnes 8? Ouais, c'est ça. On va mettre plus pour. Pourquoi vous voulez mettre plus? Pour décoller, la phase d'atterrissage. J'aime bien, enfin moi quand je vole en fait, dans mon petit truc, j'ai toujours plus de carburant que. Dans quel truc? Dans mon ULM ou dans l'avion quoi. Alors c'est pas nécessaire et vous ne savez pas mettre full fuel ici parce que sinon on dépasse les maximums. Ouais, d'accord. Okay. Si on met full fuel, on peut, hein, mais on peut mettre à peu près un petit 20 tonnes de kérosène à bord de notre 737. Ça n'a strictement aucun intérêt ici dans ce cas-ci, parce qu'on va fortement réduire les performances de l'appareil. Et si on prend 20 tonnes de kérosène, vous pouvez être quasiment certain qu'on ne peut quasiment pas prendre de fret ou de passagers avec. C'est logique. Oui, d'accord. Bah, c'est toujours un compromis entre les deux. 5 tonnes, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, il faudrait 5 tonnes, ça fait plus de... Ouais, pour aller dans le sud de la France ou en Barcelone, à mon avis, on a assez. Quoi. Oui, c'est plus que... On est à une consommation de 1 tonne par heure par réacteur, donc 2 tonnes de l'heure. Sur un vol court courrier, ouais, il faudrait peut-être rajouter un peu pour les réserves, mais sinon on n'est pas trop loin. Je continue mon panneau. Ah oui, même quand les pompes à kérosène sont sur off,
on a du fuel qui arrive jusqu'à nos réacteurs et ça par gravité. Ah oui. Ok, donc même si elles viennent à être défaillantes, pas de souci. Le réservoir gauche alimente le moteur de gauche, le réservoir de droite alimente le moteur de droite. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'instant sur ce panneau-là. Le deuxième panneau, c'est l'électricité, Mhm. avec les génératrices qui sont sur nos moteurs. On a C'est- 3 moteurs dans notre avion. Nos 2 principaux et également le petit moteur auxiliaire qui se trouve dans la queue de notre appareil qu'on appelle l'APU. Euh, APU. Ah oui, j'ai le nom. C'est le. L'APU, c'est Auxiliary le moteur Power auxiliaire qui peut Unit. permettre de vivre avec l'appareil Quand les autres quand moteurs sont on éteints. est sans moteur. Ouais, exact. Ouais. Génératrice du moteur de gauche, génératrice du moteur de droite, génératrice de l'APU. Ok. Si le moteur de gauche tombe en panne, on est bien d'accord, la génératrice ne va plus délivrer de courant. On a une lumière bleue qui va s'éteindre, qui va... non, on a une lumière orange qui va s'allumer ici. On va devoir allumer l'APU qui est là, mettre sur Start, il revient automatiquement sur On, et on va brancher la génératrice de l'APU quand il sera allumé, pour prendre le relais. Ouais. Ok. Bon, on voit... Hein, Ça consomme beaucoup aussi, hein, je pense. Quoi ça? L'auxiliaire Power Unit. C'est pas énorme, c'est 150, 200 litres. C'est parce que moi j'ai en tête en fait le vol d'Alger où les membres du GIA avaient pris un Airbus A330, un Airbus A300 et l'APU avait consommé beaucoup parce qu'ils étaient déjà depuis 52 heures au sol avec les moteurs qui tournaient. Ah, ça fait beaucoup. Bah ouais, Ils forcément. ont dû, enfin c'est un peu pour ça que Je crois qu'on a 150 litres de l'heure, un truc comme ça. Ouais quand même. Ouais. Ouais, bon, Nicolas quand il- était 52 heures. Oui. Ok, ça va. Je vous écoute. Hein. Excusez-moi si je vous interromps. Non, mais c'était peut-être un plus gros porteur. Hein. J'étais un A300. On a 300, bah ouais, c'est déjà un gros, Oui, c'était en, un gros coucou ça. en 94. Hein. Euh... Ah ouais, original. Ok. Bon, ça on va pas. C'est une erreur de simulateur. La verte là, Ouais, censé... elle devrait s'allumer, c'est ça? Ouais, elle est censée s'allumer. Et on n'a pas le bouton test pour tous les lumières là? C'est ici. Ah, ouais, mais donc, ouais. Ah, donc vous détectez que celui-là. Ouais. Des Et même pour problématiques. le tableau de devant, c'est. Non, non, non. Ici, on a un light test. Ah, voilà, d'accord. Ok, ah, bah voilà, ça s'illumine. Ok, d'accord, d'accord. Le sapin de Noël. Ça va. Ok, donc là, il y a une lampe. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. On va. C'est pas très grave pour le vol de Non, c'est journée. pas grave. On a le panneau des hydrauliques. Toutes nos commandes, comme notre yoke, notre trim, notre. Non, pas les flaps, sont commandés à la base avec tout un système de câbles et de poulies. Pas le train, vous dites? Pas le train. Ah, tiens. Viennent assister ces commandes par câble, tout un système hydraulique pour nous donner de la force. Ok. Sinon, il faut Oui, peut-être sinon, battre. ouais, quand il n'y a Exactement. plus d'hydraulique, c'est du combat. Hein. On a 2 systèmes hydrauliques à bord, le A et le B. Tous les systèmes sont dispatchés un peu à droite à gauche Ouais. pour répartir tout ça. Si donc le système A et le système B, sur le système A, on a une pompe mécanique et on a également une pompe électrique. La mécanique, si notre moteur numéro 1, donc le gauche, tombe en panne, elle ne délivre plus de pression, pas de souci, on a toujours une pompe électrique qui elle est branchée sur la génératrice opposée. D'accord. Ça peut D'accord, toujours- d'accord. Ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Même chose, même principe évidemment pour le système B. Ici on a le tableau des pressurisations. Ouais. Il y a moyen d'aller ponctionner de l'air sous pression au niveau de nos réacteurs. Ouais. Moteur 1, moteur 2 de nouveau, et également au niveau de notre APU. C'est ce panneau-ci qu'on va employer pour l'allumage de notre réacteur. D'accord. Une fois qu'on a notre APU qui est allumé, on va pouvoir aller prélever de l'air sous pression
fourni par ce petit moteur et aller l'injecter dans des démarreurs à air sur nos moteurs principaux. Ça va donner une vitesse de rotation initiale à nos réacteurs et on va pouvoir ensuite ajouter kérosène et étincelle et on va pouvoir l'allumer. On va également employer ces bleeds pour aller fournir, pour aller pressuriser notre cabine et également utiliser l'air conditionné de notre appareil à travers tout un système d'échangeur thermique. Voilà, mais ça c'est plus compliqué, pas très intéressant pour le vol de janvier. Voilà en résumé. Une question, je me permets. Et si la NTI, étant donné qu'on est en hiver, je ne sais pas si c'est le cas de la situation, mais on est toujours sur on en cas de gel ou en cas de neige? Alors non, On passe au- neige peut-être. On doit regarder les risques de givrage de Sur notre les ailes. appareil Ouais. partout. Les sondes, ouais. Les sondes, elles sont toujours dégivrées. Ah d'accord. ça, c'est ici. Ouais. Les sondes pitot et les sondes statiques sont toujours dégivrées. Impératif. D'ailleurs, même en aviation légère, dès qu'on décolle, on doit mettre le réchauffeur pitot sur on. Je sais plus où j'en étais juste Je suis avant. désolé de vous couper. Non, mais c'est rien, mais je sais plus du coup. On Je vais me était. taire. Je vais me taire. On parlait de quoi juste avant? On avait fini sur ce panneau-là qui était assez fondamental par rapport au vol qu'on avait préparé. Ouais, C'est bon. moi qui suis venu avec les NTIs juste Ok. après. Le Wing Anti-Ice va chercher de l'air chaud justement sur nos moteurs. Donc il va ponctionner de l'air sous pression, ce qui va avoir pour effet de réduire légèrement la puissance délivrée par nos réacteurs. Donc si on peut ne pas les employer, on les coupe. Ça va? On a la rangée ici, C'est ça que je veux. on a les landing lights, les runway turn off lights, les taxi lights. Alors, dans les landing lights, il y en a deux types, il y a les rétractables, il y a les fixes. Certaines compagnies aériennes comme Jeter ont carrément demandé de démonter Alors, ces lampes-là Alors, c'est parce justement. qu'elles sortent c'est- de la carlingue en dessous et Ouais. elles induisent de la traînée, donc feront consommer notre Ouais, il y a- avion. ouais. Ouais, c'est vrai. Donc Donc, cela rétracte après On les décollage. coupe, dès qu'on a remonté le train d'atterrissage, on peut les Ouais, donc très vite, remonter. Exactement. Et cela, Ça dépend. Ça, c'est Alors, des feux. Il n'y a pas un truc comme ça. En fait, il y a le manuel Boeing Oui. qui préconise un certain type, une certaine utilisation de l'avion, mais il y a également les compagnies qui ont leur fascicule opérationnel et qui disent au pilote ce qu'il doit faire. Mhm. C'est toujours plus restrictif que Boeing. Ça ne peut pas être plus. Voilà, on ne peut pas outrepasser ce que Boeing recommande. Tout à fait. Runway turn off light, c'est des lampes Là. qui se trouvent à l'emplanture des ailes qui partent à 45 degrés. Ah oui, oui, oui. Taxi light, Le nez, ça. Hein. exactement. Pas le nez, la roue avant. Engine start switches, c'est les switches qui vont gérer les étincelles qui se retrouvent dans les chambres de combustion de nos réacteurs. Quand nos moteurs sont allumés, il n'y a plus d'étincelles dans les chambres de combustion. Il y a une autocombustion qui s'effectue. C'est comme un diesel un peu. Enfin, Euh, une auto-inflammation. un diesel, on a quand même des injecteurs. Il y a une flamme Il y a une- continue, je sais même plus moi. Non, il n'y a pas. C'est par auto-inflammation. Ah ouais? Le diesel aidant le piston, ça. Ok, je vous avoue, je me souviens plus de ça. Mais C'est pas le cas ici alors. ici, on a une autocombustion. À partir Ah, du d'accord. moment où ça brûle, eh ben, ça auto-alimente le système. Ok. Sur Continuous, on rajoute une étincelle continue. On l'emploie pendant les phases critiques du vol, comme par exemple décollage et atterrissage. FLT, c'est pour un rallumage en vol. Ground, c'est pour un allumage des réacteurs lorsqu'on est au sol. Ok. Dans chaque chambre de combustion, on a deux systèmes d'igniters. C'est le fameux système qui fournit les étincelles. Ouais. On a le gauche et le droit, left and right. Alors ça dépend de nouveau de la compagnie aérienne. Par exemple Ryanair, en tout cas à l'époque, ils démarraient un vol sur le droit, un vol sur le gauche, comme ça ils étaient sûrs que les deux systèmes fonctionnaient.
Je crois que dans certaines conditions météo, on doit employer les deux pour Oui, donner oui, une étincelle le plus magnéto, franche. l'équivalent de magnéto, ça. Ah ouais, ouais, si on veut. Ici, logo light, c'est pour éclairer sur les winglets, sur l'empennage arrière vertical, Voilà. toutes ces bêtises Ah, là. bah, strobe, le voilà. Position strobe and steady. Alors, on va taxier sur cette position là. C'est les strobes. C'est nos lampes de navigation et les strobe lights. Qui clignotent, hein. Ouais. Mais steady, elle reste juste allumée. Strobe and steady, c'est quand on va monter sur la piste, elles vont commencer à clignoter. Parce que si vous les mettez clignoter au taxi, vous allez aveugler tous vos petits camarades qui taxient derrière vous. D'accord. Très puissant. Anti-collision light, c'est la lumière rouge qui se trouve au-dessus et en dessous de l'avion. Qui dit tout le monde dégage, attention on va allumer nos moteurs ou attention nos moteurs tournent pour pas faire de la moulinette. Oui, pas passer devant et derrière. Exactement. Wing, c'est pour éclairer les ailes tout simplement. Wheel well, c'est l'éclairage de la baie qui se trouve. Finalement, ces options-là, pour un pilote on les laisse off. C'est assez facultatif. Vous avez une procédure. Ouais. Selon la compagnie. Ouais, tout à fait. Mais la construction ne va pas se modifier de ces 37%. Sur base, on va changer ça. Il y a peut-être des options différentes, mais ça, j'en sais rien. En standard, c'est comme ça. Okay. Non, ce qui différencie surtout, c'est le logiciel qui est derrière. Par exemple, Ryanair n'a pas cet écran-ci. Ouais, donc là, c'est la position de toutes les gouvernes. Voilà, ils n'ont pas ça. Les ailerons sont tous centrés, quoi. Ouais. Ils n'ont pas jetter et une caméra qui filme sur la roulette de nez, je crois sur l'empennage arrière vertical et également dans le galet. Il y a moyen de mettre l'image là, mais ça Ryanair l'a pas, on l'a pas non plus d'ailleurs. D'accord. Voilà. Le MCP, ça vous aviez vu? Oui, c'est tout ce qui est commande automatique, choix de la vitesse, de l'altitude par ordinateur ou par nous-mêmes, la course. Donc c'est là où on paramètre et on enclenche le pilote automatique. Si on n'emploie pas le pilote automatique, on doit quand même encoder les informations parce que ça va mettre toute une série de repères sur nos écrans qu'on a ici. Les FIS, FIS Captain, FIS First Officer, c'est pour paramétrer ces deux écrans-ci. Alors c'est simple, hein, c'est zoomer, dézoomer. On a plusieurs modes d'affichage. Plane mode, c'est comme si on regardait une carte. Map mode, c'est comme une carte mais avec le cap magnétique de notre avion devant nous. VOR mode, c'est pour faire la navigation de VOR à VOR. Approach mode, c'est pour faire les approches ILS. Alors chez Ryanair par exemple, ça dépend de nouveau des compagnies aériennes, ils doivent rester en map mode. Ils veulent leur ILS sur le PFD, l'écran de gauche pour vous, droite pour moi. Les petits boutons en dessous, bouton météo, weather radar, on peut l'activer uniquement lorsqu'on va monter sur la piste. Attention, c'est extrêmement néfaste pour les gars qui travaillent au sol. STA, c'est tout ce qui est balise standard, donc balise VOR, balise NDB, on va les voir s'afficher si on a ici. On a les waypoints, tous les points AirNav, donc il n'y a rien de physiquement présent au sol, ce sont des points qui sont connus dans nos ordinateurs avec des coordonnées géographiques. Généralement, il y a des airways qui passent d'un point à un autre. Airport, c'est la position des aéroports, tout simplement. Data, c'est pour les pilotes incultes. On a les sous-titres en dessous des aéroports, on sait qu'est-ce qui est quoi. Pardon? Ça donne le nom de l'aéroport en dessous. Bruxelles South. Oui, voilà. Et nous, on est sur Bruxelles National. Là, on est Bruxelles National, oui. Data, position, quand on encode une balise ici. Il était allumé, photo. Ouais. Là, c'est peut-être ça qui dit. Je vais voir pourquoi.
Donc ça c'était les balises et le derrière, on reçoit un gisement, mais ça on peut regarder en l'air. Terrain, c'est la même chose que la fonction, c'est le même radar que le weather radar, mais il va scanner le relief qui se trouve devant nous. Ok. Alors je vais démarrer. Bon, bah, à mon avis, je vais devoir faire un rapide redémarrage du simulateur pour avoir les radios. Bon, pas de problème, hein, On va faire ça. Vous pouvez venir avec moi? On va... Ah, il faut juste, non, c'est bon, il faut juste tourner dessus. Tu fais pas faire ça, hein. Il faut juste redonner un input. Quand tu retournes, quand il est toujours là, tu donnes un input, il se rallume. Je suis jamais vu ça de ma vie. Ah oui, j'avais eu ça. Pas souvent, mais il fait ça parfois. Ok. Le reste est bon? Non, du coup, on a plus les throttles maintenant. Super. Et? Ouais, si. Je sens que j'ai le parking qui Ouais, c'est normal. Bah, tu veux que je recette, que je redémarre les simules? Non, bah écoute, ça fonctionne. Ah, parce qu'on avait un message déjà là. Ok, bah ça va être tant mieux, on doit pas redémarrer. T'avais déjà vu ça toi? Les radios, ouais, j'avais déjà eu ça une fois. Je vais même pas toucher. Ok, ça roule. Tu sais lancer la vidéo s'il te plaît? Ouais.